21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour une autre super production de votre programme panafricain Ourou Africa sur Info TV. Chaque lundi, lorsque les 21h à Yaoundé au Cameroun, vous avez rendez-vous avec le monde. Et le monde, ce jour, cette semaine, cette dernière semaine, met en avant un visage héros, sans contestation possible, justement de la libération de l'État du Cameroun et même de la libération africaine, Rouben Oumniobé. Ce soir, nous allons interroger et questionner l'héritage du Podol, comme il se faisait appeler, mais surtout son héritage, je l'ai dit, mais surtout aussi ce qu'il laisse dans l'œuvre politique de notre pays, le Cameroun. Beaucoup se réclament de lui, beaucoup de récupération parfois, beaucoup de contestations sur justement son idéologie. Quel héritage Oumniobé laisse à la génération, aux générations, à son pays, le Cameroun, à l'Afrique? Nous en parlons ce soir. À l'introduction de plateau, nous dirons aussi un mot sur des questions de vivre ensemble sous-régional. Nous avons gardé un bref extrait pour vous, une brève séquence justement qui très certainement vous fera réagir lorsque vous l'aurez découverte à l'antenne. Mesdames, Messieurs, merci encore d'être présents parmi nous. C'est Ourou Africa, la tribune panafricaine, chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Retour sur le plateau de Ourou Africa, je l'ai dit, nous questionnons l'héritage idéologique, politique et même sociétal de Rouben Oumniobé, 66 ans après sa mort dans des circonstances tragiques. Qu'ont-ils fait ceux-là qui se réclament aujourd'hui d'être de sa postérité politique? Qu'a-t-il fait son pays pour qui il s'est tant battu, son pays, le Cameroun? Qu'a-t-il fait le continent africain pour qui Oumniobé reste un modèle? Nous en parlons ce soir. Et justement, pour épiloguer sur la question, j'ai réuni sur ce plateau 4 fortes têtes de l'espace médiatique camerounais. Je commence par l'un de mes confrères journalistes, Timothée Essomba Abena. Le DP, comme j'aime à l'appeler, une fois de plus répond présent à l'appel de Ourou Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est à nouveau heureux que d'être sur ce plateau ce soir pour parler de cette thématique éminemment sensible et délicate. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de tous ceux qui nous suivent. Merci Timothée, vous faites bien de le dire. Oumniobé, c'est sensible lorsque l'on évoque l'héritage de ce nationaliste. Sensible parce que aujourd'hui, son héritage est contesté. Les tendances n'en finissent plus d'émailler le champ politique camerounais. Même ceux-là qui hier le contestaient semblent aujourd'hui trouver faveur à épouser son nom, à se servir de son nom. Nous allons en parler ce soir avec un autre acteur. Lui, il nous vient de la société civile, le docteur Jean-Moïse Mbok, un fidèle du 5 majeur de Ourou Africa, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je salue particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, ceux du Mali, ceux du Niger,
et ceux du Burkina Faso. Voilà, merci de m'avoir fait l'honneur, une fois de plus, d'être sur ce plateau et de bénéficier des différentes sciences qui sont sur ce merveilleux panel. Merci Jean-Maurice Mbok pour la présence et une fois de plus renouvelée sur ce plateau. Lui, il sera très proche de la thématique. Il sera l'un des deux hommes politiques de métier sur ce plateau. Robert, qu'est-ce que je dis? Monsieur Ebodé, Roland Parfait, de son prénom, secrétaire national à la communication de l'Union des populations du Cameroun, sera parmi nous ce soir, justement pour épiloguer sur cet héritage aujourd'hui contesté de Ruben Oumiobe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est un honneur pour moi. Vous me faites honneur Stéphane de m'appeler ce soir pour qu'on essaye d'analyser ou bien de rétablir la vérité quand même aussi. De rétablir la vérité sur l'Ompondol. Et comme je l'ai dit, c'est un plaisir, mais je ne voudrais pas continuer à dire, je voudrais saluer l'un de vos fidèles auditeurs, il est à l'écoute maintenant, il est en Gaoundal, Monsieur Mohamedou Bakari, bonsoir, je suis sûr que vous nous écoutez et vous apprendriez beaucoup sur Ruben François Oumiobe, qui est pour moi l'âme de la libération africaine. Merci, Monsieur Ebodé, pour la présence. Votre expérience dans les rangs de l'Union des populations du Cameroun nous sera bénéfique justement pour épiloguer sur cette problématique hyper sensible. Je termine la présentation par l'autre politique sur le plateau. Il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Simon Messengue. Visage qu'on ne présentait plus sur l'espace médiatico-politique au Cameroun, une fois de plus, et parmi nous, nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir particulier à nos co-discutants. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister à vos émissions qui sont très intéressantes. Je voudrais ici ce soir avoir une pensée émue pour nos compatriotes de l'extrême nord, oui, qui vivent surtout ceux du Mayo Danaï, qui vivent des périodes difficiles avec les inondations. Je salue ici le travail qui est fait autour pour soutenir, ou du moins pour apporter de l'aide aux sinistrés. Déjà, au niveau du ministère de l'administration territoriale, spécifiquement au niveau du département de la protection civile dans des cas pareils, avec ce qui est fait et les forces vives qui se sont mis en branle et qui travaillent d'arrache-pied. Je n'oublierai pas le décaissement de 350 millions de francs CFA. À ce niveau, je mets un stop et j'interpelle Simon Messengue, le journaliste. La polémique qui enfle sur dans différents médias sur le montant de l'aide comme ça allouée par l'État à justement ces populations-là. Est-elle viable? Est-elle crédible? 350 millions, ça suffit à réparer le préjudice? Si on peut le réparer, on parle quand même de 11 à 12 personnes. On va dire 11 décédés. On parle de près de 1000 têtes de bœufs qui sont comme ça portées disparues. On parle d'hectares partis. Qu'est-ce qu'on fait? 350 millions, Simon Messengue. C'est beaucoup, c'est petit, c'est un début, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Non, nous sommes en train de dire ceci. Nous sommes dans un état moderne. Dans un état moderne, c'est un état structuré. Où dans un budget, il est prévu des moyens pour arriver à pallier à ce type, ou du moins pour arriver à secourir les sinistrés. Ce n'est pas maintenant l'ajout, l'excédent que le président de la République met en place vient que apporter un plus dans ce qui est prévu par nos budgets. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes sont souvent si mal intentionnées. Il y a un moment donné où on laisse la politique de côté parce que les gens souffrent. Vous voyez des gens qui vous disent dans les réseaux sociaux, non, 350 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que quand il y a un problème, quand les Camerounais ont des problèmes, il est mieux de mettre les forces en commun pour essayer de diluer leurs souffrances. Au lieu de rester là envenimer des vaines polémiques inutiles, puériles et stériles. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il est plus important pour nous. Le président de la République nous a montré un exemple. Il dit, ok, voilà 350 millions que je donne en dehors de ce qui est. Et ça, c'est pour le Mayo Danaï.
Et le logo Nechari. Or, il y a 6 départements dans l'extrême nord qui sont tous en zone, on peut dire en zone orange, c'est-à-dire parce que c'est la période des grandes pluies de ce côté. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens se gosillent à raconter des balivernes dans les réseaux sociaux, 350 millions montés, descendus. Écoutez, les gens ont des problèmes. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de leur apporter notre aide, à quelque niveau que ce soit. Ce n'est pas ces polémiques-là qui mangent. Merci Simon Messingué. Vous aurez exprimé l'opinion qui est la vôtre concernant justement ces Camerounais et ces pertes innombrables du côté du nord Cameroun. Nos condoléances aux familles endeuillées et attristées. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons tout de suite plonger dans le vécu, le déroulé de cette édition de Ouro Africa. Nous aurons en introduction de ce plateau, une réflexion concernant justement le vivre ensemble dans la sous-région. Nous prendrons pour prétexte des paroles prononcées il y a quelques années par feu Omar Bongo, LH, si vous préférez, qui s'exprimait sur ses rapports avec certains de ses voisins. On prend le court extrait et on revient tout de suite après pour le commentaire qui suit. Mais ça, c'est une grande question, c'est une responsabilité même. On parle d'intégration régionale. Étant Camerounais, qu'est-ce que vous avez contre le président Paul Biya? Qu'est-ce que vous avez contre le Cameroun? Comment le Cameroun et le Gabon n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi en Afrique de l'Ouest, on peut se déplacer dans tous les pays sans avoir besoin de passeport, et qu'en Afrique centrale, il faut passer par la douane? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? vous me dites qu'est-ce que j'ai contre le président Biya, mais ça, c'est une grande question, c'est une responsabilité même. Et je ne vous ferai pas l'insulte de dire que c'est une méconnaissance des choses. Non, entre le président Biya et moi, il n'y a pas un problème. Nous étions une bande de 3. Biya, Aboudouf et moi. Nous étions directeurs de cabinet de nos prédécesseurs. Et ils sont arrivés à être Premier ministre, moi j'étais vice-président de la République. Nous avons succédé tous les 3 à ce que nous appelions patron. Moi je n'ai pas un problème avec Biya. Le seul problème, si vous voulez, je le dis, que je ne suis pas d'accord avec Paul, c'est que quand il y a une réunion, il ne vient pas. C'est les autres qui ne viennent pas. Et quand il y a une réunion chez lui, nous on y va. Alors, moi je me suis dit, non. Tant qu'il ne vient pas au Gabon, je n'irai pas au Cameroun. Quand il est dans une réunion comme le sommet de la CEMAC, il envoie le président du Conseil économique et social. Quand c'est chez lui, j'envoie aussi le même président du Conseil économique et social de chez moi. Voilà. Nous n'avons pas un problème avec notre frère. Mais seulement notre frère nous abandonne. Nous nous rencontrons quand c'est à Paris, nous nous rencontrons quand c'est à New York, mais quand c'est chez nous, bon. Pas de problème avec le frère, notre frère nous abandonne, Jean-Moïse Mbok. Est-ce comme ça qu'on vit en famille? Le président Omar Bongo, paix à son âme, se plaignait déjà d'une certaine façon de gérer les affaires dans la sous-région. Écoutez, j'ai pour habitude d'écouter les deux versions avant de donner ma position finale. Oui. Là, je ne peux que supputer, mais je ne veux pas être péremptoire. Il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il ressentait, mais je suis persuadé qu'il avait aussi tous les moyens, tous les canaux de lutte, de dire directement à son ami et frère. C'est l'un des rares chefs d'État qui pouvait appeler M. Biya Paul. Donc ça montre quand même qu'il y avait une proximité, il y avait une amitié. Il redate leur parcours. Il rappelle qu'ils ont cheminé ensemble. Il y a donc eu un problème quelque part. Forcément, il y avait un problème. Pour que M. Biya n'aille plus dans ces différentes réunions maintenant, il se dit comme ça, sur les plateformes des différents médias sociaux, qu'un projet qui avait été initié par M. Kadhafi, M. Biya et peut-être d'autres, et qui devait se traiter entre eux,
en Afrique s'est retrouvé sur la table de l'Élysée et ça a créé un malaise. Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce qu'il y a une autre raison? Ça, c'est à voir. Maintenant, pour nous qui sommes sur ce plateau, pour nos frères gabonais, pour nos frères de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la RCA, on n'a aucun problème avec eux. Oui. Comme lui-même il le dit, on n'a pas un problème de fonctionnement. On va juste dire que si les pères ne se parlaient pas, que les fils se parlent, que les enfants se parlent. Et ça me donne l'occasion de saluer la réunion qui va se tenir demain pour dire que la CEMAC se porte bien. La réunion des chefs de police de toute la CEMAC qui se réunissent à Yaoundé pour lutter contre le grand banditisme. Donc pour dire que c'est un pan de notre histoire, nous devons plutôt tirer des leçons, apprendre de ce qui s'est passé, parce que ça n'a pas aidé l'Afrique que M. Bongo parte comme ça et qu'il n'y ait pas cette fluidité qu'on aurait souhaité, en se disant quand même que s'il y avait cette fluidité, la CEMAC aurait forcément gagné un plus. Il n'y a pas eu ce plus-là, que ceux qui sont là travaillent plutôt à mieux communiquer, à mieux dialoguer. Et il faut saluer le président de la transition au Gabon aujourd'hui parce qu'il a fait le pas. Il a bien montré que même si la relation semblait coupée, moi je viens vers le Père et c'est un nouveau départ. Vous voyez que partout où il se rencontre, il va toujours vers le Père. Donc, je préfère dire que c'est quand on aura la version de M. Biya ou d'Abdou Diouf, bon, la version de M. Biya, qu'on pourra clairement dire que le père, tu n'as pas bien joué là, ou alors tu aurais pu mieux faire. Mais bon, lui seul connaît la vérité et lui seul sait ce qu'il en dira un jour. Merci Jean-Moïse Mbok. Timothée Somba, le feu El Hadj, il se plaignait que son frère Paul semble le négliger. Il se rencontre lors de sommets en Occident, alors que chez nous, Libreville, Yaoundé, il n'y a pas toute cette chaleur que le vieux Bongo espérait. Bon, je prie mes frères gabonais de ne pas me refuser le visa la prochaine fois que j'irai là-bas. J'aimerais dire d'entrée de jeu que c'est une posture télévisuelle inélégante pour un chef de l'État qui sait comment échanger avec son homologue. Voyez-vous, l'État, c'est si de particulier qui n'appartient pas aux individus. L'État transcende les personnes. On parle ici de dépatrimonialisation. Alors, il est inadmissible que l'on fasse une fixette sur qui représente un État lors d'une réunion. Ce qui compte à la réunion, c'est que l'État invité soit présent. Il peut être représenté par le chef de l'État, par un premier ministre, par un président du Conseil économique et social. La finalité étant laquelle? C'est que les engagements consentis lors de la dite réunion soient simplement respectés. Maintenant, nous sommes africains. Je ne peux pas inviter ton frère à chaque fois, il t'envoie son chauffeur. À un moment, ça pose problème. C'est un peu ce que le père Bongo essayait de dire. À chaque fois, il m'envoie un président de conseil, alors que moi, je suis là, j'y vais. Il ne vient pas chez moi. Justement, il n'a pas voulu parler en langage trop savant, il a parlé en frère. Il faut se départir de ces conceptions. Entre les États, il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de frères entre les États. Oui, la preuve en est que le Cameroun et la Guinée équatoriale se caractérisent toujours en disant pays frère, pays frère. Mais on se rappelle de quelques bisbilles qu'on a vécu à la frontière. Et là, il y avait, on se rappelle d'un mur qui a été dressé. Et là, on ne parlait plus de frères. Donc, il faut que nous restions réalistes. Ce qui compte en matière d'intégration, c'est le respect des engagements pris. Et là, je peux donc renvoyer la question au Gabon. Entre le Gabon et le Cameroun, qui respecte les engagements CEMAC? La réponse est facile. Le Cameroun respecte les engagements CEMAC plus que le Gabon, notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens, en matière de gestion de l'étranger. Je ne vais pas revenir sur la devise du Gabon que nous connaissons. Je ne vais pas revenir sur qui expulse souvent qui. Donc, pour comprendre, il faut donc ce nécessaire dépassement des individualités pour aboutir au rapport entre les États. Et moi, je continue de m'arc-bouter sur l'élément le plus important qui est le respect des engagements entre les États. Merci Timothée. Simon Messengue, voilà, le père Omar est bien parti, paix une fois de plus à son âme, qui justement
exprimé un ressenti avec le poids de son expérience et il s'estimait un peu abandonné par son frère. Lorsque nous savons le poids des relations entre Yaoundé et Libreville et surtout les personnalités qui sont à la tête des deux États, quand même, ce n'était pas bien si l'on s'en tient à ce que Omar Bongo disait. Vous savez, Stéphane, j'ai souvent pour habitude de ne pas entrer dans les problèmes des aînés. Mais je voulais juste faire remarquer une chose. C'est que le père Bongo sait très bien qu'il a laissé quelqu'un pour regarder ses ouailles. Oui. Vous vous souvenez très bien, après sa mort, il y a eu des problèmes même au niveau familial. Je crois que la personne qui était là, c'était Paul Biya. Vous savez aussi que même sur le plan sociopolitique, il y a eu quelques problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Cameroun, le Gabon est resté stable parce que le Cameroun était derrière. Ça l'a toujours été. Vous avez suivi les propos du président de transition au Gabon quand il est venu ici, parce qu'il sait que le président de la République du Cameroun a un œil attentif sur tout ce qui se passe au Gabon, parce que c'est un pays frère. Et donc, moi, je ne sais pas, j'ai écouté ce que l'aîné a dit, ce que le grand président Omar Bongo a dit. Bon, ça reste entre les présidents. Merci Simon Mességué. Monsieur Boudé, alors là, on parle des relations fraternelles. Le DP a voulu nous amener dans des contingences étatiques. Le président Bongo ne parlait pas comme s'il parlait à un étranger, il parlait à son frère. Pourquoi m'envoyer un secrétaire à chaque fois que j'ai réunion chez moi alors que j'aurais pu venir? Mais Stéphane, je voulais rappeler une chose. Le président du Conseil économique et social, c'est la 4e personnalité du pays. Nous sommes d'accord. Donc ce n'est pas n'importe qui. Omar Bongo voulait que le président vienne aussi chez lui, comme lui ici vient. Mais la comparaison secrétaire et autres, attention, c'est aussi c'est la 4e personnalité du pays. Ce n'est pas, c'est une grosse pointure en poids lourd. De façon protocolaire. Oui, mais de façon protocolaire, oui, le chef d'État est au-dessus. Oui. D'accord, mais ce n'est pas aussi secrétaire. À chaque fois, c'est le secrétaire qui ce vient. n'est pas secrétaire parce qu'il dépasse les ministres, ainsi de suite. C'est la 4e personnalité du pays. C'est entendu, Simon Mességué. Monsieur Boudé, vous avez la parole. Je voudrais d'abord dire à l'attention de mon frère Timothée que les barrières s'érigent même entre les frères de même ventre. Donc, entre les États, une barrière ne devrait offusquer personne. Maintenant, il voudrait que je me souvienne que lorsque nous sommes tout petits, nous grandissions dans les rues de Yaoundé, nos parents aiment bien nous raconter des petites anecdotes, dont l'une est la suivante. Le président Bongo avait dit, si vous aimez les beaux discours, allez au Cameroun. Ou bien les longs discours, quelque chose de ce genre-là. C'est pour dire que le président Bongo avait un verbe facile et court. Bon, il a dit en quelques mots et très compris par tout le monde pourquoi son frère et homologue, il a déjà fait un petit historique. Ils étaient tous des directeurs de cabinet, ils ont tous accédé à la magistrature suprême. Et lui, il est le seul qui n'est pas passé par le premier ministère. Lui, il est passé par la vice-présidence. Bon, en fait, on comprend donc qu'il y avait une certaine chaleur entre eux. Parce qu'ils se connaissent. S'ils parlent déjà d'occuper le poste de directeur de cabinet, donc les directeurs de cabinet se connaissaient déjà. Ils se connaissaient déjà et ils sont tous arrivés présidents. Ils voudraient donc la petite chaleur qui s'était construite étant directeur de cabinet se développe et se dynamise. Elle a trouvé un peu de réticence au niveau de Yaoundé. Mais il est aussi important de relever que Yaoundé est un homme particulièrement distrait et retiré. Parce que nous-mêmes, nous passons beaucoup de temps assis sans savoir si notre père est à Yaoundé ou à Voboka ou en Europe ou où. On ne sait pas. Donc, nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre. Le feu président Bongo s'en plaignait déjà. Moi, je ne peux pas faire de commentaires entre, comme Simon l'a dit, entre les adultes. On ne parle pas de leurs affaires. Merci Roland Parfait et Baudé. Bonsoir particulier donc à nos frères gabonais qui prennent plutôt bien ce petit rappel historique. Sur ce plateau, nous avons deux directeurs de publication. Je me serais attendu quand même qu'entre confrères journalistes,
on se pose quand même la question. Il faudrait que le président parle un peu plus aussi à la presse africaine, la presse camerounaise, presse gabonaise, presse tchadienne, puisque le tort ou alors le reproche qui lui est fait par le faux président Omar Bongo, nous aussi de la presse, on peut le lui faire, qu'il nous accorde un peu plus de liberté à aller apprendre, prendre la bonne information auprès de lui. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je prends une respiration et nous revenons tout de suite après pour parler là de choses très sérieuses, la mémoire et l'héritage de Oumyobé. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Nous épiloguons donc à présent, comme promis, sur justement l'héritage de Robben Oumyobé. 66 ans après son départ tragique, je l'ai dit. Beaucoup s'interrogent alors que justement la commémoration de cet assassinat macabre a eu lieu en terre camerounaise, surtout en pays Bassa. Il faut le préciser, c'est au Cameroun, dans le centre du Cameroun. Oumyobé, 66 ans après, on pourrait dire quel héritage. Alors, Jean-Maurice Mbok, je commence de façon assez simple. Quelle image, ou alors quel contenu donnez-vous en tant qu'acteur de la société civile à la vie épique de Robben Oumyobé? Alors, la première chose que je vais dire, c'est d'abord l'idéologie, parce que tout part de l'idéologie qui a été construite par lui et ses camarades, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, nous passons de l'Allemagne à la France et à l'Angleterre, et il fait partie de ceux qui estiment qu'il y a des intelligences au Cameroun, qui estiment qu'il y a quand même de la matière, qu'il y a la possibilité que les nationaux reprennent le pays en main. Parce que eux ayant fréquenté, lui et ses camarades, fréquenté en termes d'études, mais aussi fréquenté les autres panafricanistes dans l'Afrique qui étaient vraiment en pleine ébullition, oui, et qui estimaient qu'il fallait absolument faire quelque chose et commencer quelque part. Ils mettront donc sur pied cette idéologie qui est le nationalisme, qui est le souverainisme, qui est mettre la priorité sur les acteurs nationaux et leur permettre de développer leur pays. Seulement, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait en face de lui des personnes qui savaient exactement où elles allaient. Elles venaient en Afrique pour piller. Ces personnes venaient en Afrique pour se servir. Ces occidentaux, ces colons, comme on les appelle, venaient en Afrique à dessein. Lui, il voyait juste une sorte d'accompagnement et de parrainage, pour parler simple, de ces nations pour nous amener au développement. Mais eux, ils avaient un autre projet. Ce qui fait donc que son idéologie, il la pense, il fait le tour du Cameroun pour l'expliquer, pour communiquer, pour réveiller les consciences, pour dire attention, on ne peut pas rester sous tutelle et vitam aeternam. On part de l'Allemagne, on est avec la France et l'Angleterre. Demain, ça va être qui? Donc, si on ne montre pas déjà qu'on est capable de gérer, ben on risque de nous balancer à quelqu'un d'autre. Oui. Donc, dans cette logique, comme vous dites de manière très simple, le vent se met à pousser, l'information passe et les jeunes de plus en plus prennent conscience d'effectivement la possibilité de gérer le Cameroun, de gérer le pays. Vous vous souvenez qu'il y a même eu des émeutes qui ont été violemment réprimées à Douala, avec même des armes, parce que partout où il passait, il réussissait à communiquer l'idéologie et rappeler aux Camerounais que notre pays peut être prospère, notre pays a tous les moyens de se développer et il faut donc qu'on travaille dans ce sens. Pour ma part, en tant que société civile, nous ne rentrons pas dans les luttes des politiciens. Nous ne voyons même pas les politiciens en termes de cloisonnement de partis politiques. Nous voyons en termes de construit.
Ce qui fait que lui, à son époque, il a fait un travail avec le Sender Fana, les Wandje et toutes les icônes, tous ces héros, tous ces martyrs. Et vous allez bien vous rendre compte que si vous allez dans le nord, parce que c'était encore le nord, simplement, il y en a là-bas, vous allez dans le sud. Il y en a, vous allez dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Donc tout le Cameroun avait réussi à susciter, chacun dans sa région, des leaders qui adhéraient à cette idéologie. Il fallait donc rapidement briser l'idéologie. Mais je disais, nous, à la société civile, l'objectif est que les populations bénéficient des richesses qui se trouvent dans le pays. Et chaque acte des hommes politiques, pour nous, est un construit. Ce n'est pas un détachement. Donc, nous, à la société civile, on voit ce que M. Ruben Oum-Niobé a fait comme salutaire, parce qu'aujourd'hui, si on a des partis politiques qui se réclament de lui, ça veut dire qu'ils se réclament de l'idéologie de voir le Cameroun prospère. Si on a plusieurs partis politiques, c'était aussi un peu ça l'idée de l'UPC, de mettre toutes les énergies ensemble pour que le Cameroun réussisse. Donc, vraiment, l'héritage, c'est l'idéologie. L'héritage, c'est se mettre tous ensemble dans nos différences. L'héritage, c'est de construire un Cameroun riche et prospère. Merci Jean-Moïse Mbok. L'héritage, c'est l'idéologie. L'héritage, construire un Cameroun riche et prospère. On parle d'héritage, Timothée Somba, mais peut-on parler des héritiers? Il y en a beaucoup, ils sont nombreux qui se réclament justement être les héritiers. On n'en finit plus de découvrir des leaders ayant une affinité avec le logiciel Oum-Niobé. Comment est-ce que vous jugez tous ces héritiers, entre guillemets, de Oum-Niobé? La question que vous me posez, Stéphane, est très difficile. Parce que là, vous me demandez de parler des individus dont certains sont encore là. Mais je vais m'en tenir aux faits. Oui. Et la cacophonie que l'on observe dans l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui reste le mouvement phare qui a porté l'idéologie de Oum-Niobé, est assez éloquente de ce que soit le sieur Oum-Niobé n'a pas préparé ses héritiers, Oui. soit les héritiers ont mal compris monsieur Oum-Niobé. Il y a des vrais héritiers, il y a des faux héritiers. Non, je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu de vrais ou de faux héritiers. Le propos liminaire du docteur Mbok me permet de dire aux Camerounais que nous devons tous nous considérer comme des héritiers de Oum-Niobé. Et c'est peut-être le reproche que ma génération, la génération des années fin 80, début 90, fait à l'UPC. C'est cette volonté de s'approprier le personnage Oum-Niobé. Parce que lorsque on dit Oum-Niobé, la première chose qui nous vient en idée, c'est le nationalisme. C'est ça. C'est l'union entre les Camerounais. On nous dit qu'Oum-Niobé n'était pas tribaliste. Donc, ce sont ces valeurs qui sont transcendantales des clivages politiques, des clivages familiaux, des clivages, je ne sais pas, sociologiques, qui doivent nous permettre de construire un meilleur Cameroun. Je fais donc partie de ceux qui estiment que nous sommes tous des héritiers de Oum-Niobé. Je fais partie de ceux qui pensent que l'UPC devrait être dissoute en tant que parti politique et érigée en tant que mouvement idéologique à coloration nationale, au même titre que ses penseurs. Parce que le fait de maintenir, de préserver le statut de parti politique à l'UPC, quel UPC? Justement, est la cause de tout ça quand nous assistons. Puisque eux-mêmes disent qu'il y a la vraie et il y a la fausse. Les UPCK, les UPCO, les UPCX. Donc, vous les validez tous? Mais puisqu'ils se réclament du ADPC, donc tous ceux qui sont UPC, eux tous on les met dans cette logique-là. Donc, moi je pense que il faut dissoudre l'UPC et à partir de la lutte de Oum-Niobé et de ses pairs, construire une mémoire collective nationale reposant sur les valeurs de nationalisme, les valeurs de patriotisme, les valeurs
de tolérance et de cohésion sociale. Est-ce que c'est possible? Il y a déjà eu un embryon à partir de la loi du 16 décembre 1991 qui a permis de rétablir certains héros nationaux. Oui. Mais on peut aller au-delà. On peut créer un panthéon camerounais et inscrire tous ces combattants et des mouvements politiques dans ce registre, dans le bloc de l'intangibilité de la mémoire camerounaise. Nous en avons besoin. Parce que si aujourd'hui, ma génération peine à parler facilement de Oumniobé, c'est parce qu'on ne nous enseigne pas Oumniobé à l'école. Ce sont nos lectures personnelles qui nous permettent de comprendre un peu et avec des bribes, parfois des récits oraux de nos grands-parents qui l'ont pratiqué. Mais ça ne suffit pas. Et Oumniobé n'est pas le seul. On a comme ça pléthore de Camerounais qui ont donné de leur vie pour le pays, mais qui ne sont pas assez valorisés. Parce que nous, on continue d'avoir les lycées Leclerc à gauche, les rues de Gaulle à droite. Avenue Kennedy. Il est temps de rompre avec ces symboles coloniaux pour donner une coloration nationale, pour bâtir une éducation nationale qui nous permette de valoriser nos héros, autant pour moi, pas en tant qu'individus, mais en tant que valeur. Parce que si on les valorise en tant qu'individus, il sera difficile pour eux de faire chorus, dans la mesure où leur statut d'humain a fait qu'ils commettent aussi des petites exactions. Mais il faut qu'on retienne de la valeur. Oumniobé doit être transformé en valeur. Osenda Fanda, Félix Roland Moumié doivent être transformés en valeur. Et ce ne sont que ces valeurs-là qui vont nous permettre de tirer le meilleur de leur patrimoine immatériel et d'aller vers un Cameroun plus fort. Merci Timothée Essomba. Simon Messingué, on va commencer les questions qui fâchent sur justement cette vie de Ruben Oumniobé, les circonstances du décès, on n'y revient pas. Mais beaucoup estiment que justement le régime que vous par exemple défendez n'aura pas été très sympa avec Ruben Oumniobé. Hormis la reconnaissance en tant qu'héros national, il n'y a rien. La réalisation nous montrait il y a quelques minutes le domicile de Ruben Oumniobé. Il n'a pas fière allure. C'est une vieille bâtisse qui pourrait s'écrouler à un moment ou à un autre. Les enfants Oumniobé sont quasiment hors de l'espace public. On peine même justement à lui trouver une avenue, à lui trouver un boulevard, un lycée. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les actes de Oumniobé n'auront pas eu la reconnaissance souhaitée par ceux qui ont vu en lui un héros, une légende de l'histoire du Cameroun? Bon, il faut noter une chose, Stéphane. Il faut rappeler l'histoire. Le Mpondol, comme on l'appelle, a trouvé la mort en 1958, le 13 septembre. Oui. Il avait 45 ans. 2 ans après, parce qu'on parle de 66 ans plus tard, 2 ans après, une partie du Cameroun était indépendante. La partie orientale. 1 an plus tard, la réunification va intervenir. 11 ans après, c'est-à-dire en 72, les deux parties du Cameroun, les deux rives du Mungo, décident de se remettre totalement ensemble comme en mars 1916. Nous y sommes, nous avons ce Cameroun que nous voulons. Alors, Oumniobé, effectivement, en tant que héros national, je crois que c'est la plus grande distinction honorifique qu'on peut avoir dans un pays, il n'y en a plus autre. Oui. Quand on vous élève au rang de héros national, cela a été fait en juin 1991. Il y avait, je crois, 3. Le président Amadou Ahidjo, Ruben Oumniobé, je crois, et Ernest Ouandié. Oui. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas dire donc que le renouveau,
sais pas. C'est bon, Messengue. non. Vous avez vu le domicile de Oumyobé. J'ai pris la réalisation Nous sommes dans une... de nous montrer. Je vais vous dire... Voici la maison de Oumyobé. Je vais vous dire une chose. Vous estimez que en tant que héros national, c'est tout ce qu'il faut je vais vous dire pour sa mémoire? Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas dans un débat empirique. Un débat des moyens pécuniaires. Nous sommes... C'est aussi un signe de reconnaissance des actes posés lorsque justement on accompagne. Je vais vous dire, donner à quelqu'un 10 immeubles, Ou à ses enfants. même si vous donnez à ses enfants, ils peuvent piller ça. Bon. Mais jamais, au grand jamais, le fait qu'on vous ait élevé au rang de héros national, je vais vous dire une chose. Il y a des milliers et des millions de Camerounais qui ont donné de leur vie pour ce pays. Oui. Il y a en 2001, le président de la République disait, je cite, alors que nous sommes engagés dans un double défi majeur, celui de consolider notre démocratie et de relever notre économie, il disait, il est inacceptable. Soyons en clair, il a dit, soyons clairs. On ne peut pas laisser remettre en question notre unité nationale. Ce serait alors trahir ceux-là qui ont donné de leur vie pour notre pays. Quand il disait donner de leur vie pour notre pays, il pensait à ces héros et il pensait à tous ceux-là, même les anonymes, qui ont donné de leur vie pour que ce pays soit ce pays. Je crois que ce n'est pas quand on le dit, en le disant, c'est des phrases très fortes qui restent, qui vont transcender les générations. Ce n'est pas un vulgaire immeuble ou quoi que ce soit qu'on va faire qui ferait donc de Oumyobé ou de ceci, cela. Je crois que le Cameroun... Vous avez vu comment est-ce que Mme Moumié est partie? Dans quel état de pauvreté avancée elle est partie? Est-ce que c'est au moins la veuve? L'État aurait pu faire quelque chose. Je vais vous dire une chose. Que ce soit Oumyobé, que ce soit Amadou Ahidjo, que ce soit Ernest Wandié, tous, dans des milliers d'années plus tard, on parlera d'eux. Grâce à l'acte qui a été posé en 1991. Les maisons vont partir, on va les casser, on va faire tout ce qu'on va vouloir faire, mais ils resteront dans la conscience collective. Il faut savoir se détacher parfois du matériel. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens sont... Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on célèbre parfois... on célèbre quoi? On célèbre l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants sont dépravés, parce qu'on est toujours dans la... qu'on doit dans Vous voyez, le fils mourir, vous êtes dans un pays... Écoutez. C'est bon, mais c'est... Non. Je vous pose une question. Non, je vous pose une question simple. Vous me permettez... Alors, essayez de comparer. Vous me permettez... Essayez de comparer les sorts. Vous pouvez reconnaître le fils Wandjé ou la fille Wandjé au Cameroun? Écoutez. Je n'ai pas à reconnaître la fille Wandjé, je n'ai pas à reconnaître elle. Je suis en train de vous dire ceci. Mon enfant de 4 ans saura que voici ceux-là qui ont donné de leur vie. Ces enfants, mes petits et arrière-petits-fils, le sauront. Parce qu'on les a érigés en héros nationaux. Vous êtes dans une situation où nous sommes aujourd'hui en train de donner à nos enfants le fait qu'il faut célébrer l'argent. À moins de choses, on dit que non, est-ce qu'on leur a donné l'argent? Est-ce qu'on a fait ceci, ainsi de suite? On oublie le caractère sacré d'une nation. Bon Dieu! Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est tellement attaché au pécule. À dire que oui, vraiment, regardez la maison, regardez ainsi de suite. Vous croyez que un immeuble vaut le fait qu'on vous érige en héros national dans un pays comme le Cameroun? Non. Ça peut se faire. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, on va aménager une stèle. Oui, on peut dire oui. On va aménager une stèle. On peut dire oui. On peut aménager. La veuve Moumié est morte dans le dénuement plutôt. Je vais vous dire, ce n'est pas la veuve Moumié. Ce n'est pas la veuve et Moumié qui sont des héros nationaux. Je suis en train de parler des héros nationaux. Alors je dis ceci, je suis d'accord pour une stèle, un lieu de recueillement, un lieu de culte même si vous voulez, qu'on le fasse, mais ne venez pas me dire que regardez comment les maisons sont. Parce que vous ne savez pas des milliers et des milliers, que ce soit du nord, du sud, de l'est, ainsi de suite, qui sont morts dans l'anonymat, mais ils sont morts pour ce pays. Alors arrêtez parfois de faire comme si vraiment l'argent, il fallait donner, ainsi de suite. Non. Vous allez me dire demain, donnez aussi à l'arrière, petit-fils, ainsi de suite. Non. Je crois que notre pays a une âme. Cette âme-là, c'est pour ça qu'on a le rouge. Le rouge, c'est le sang versé. C'est pour cela que le président actuel dit, il n'est pas question de remettre en question notre unité si chèrement acquise. Ça vaut de l'or. Et donc, je crois que pour nous aujourd'hui, Oumyobé ne peut pas se retourner dans sa tombe.
Pour la simple raison, oui. Sa femme qui est morte dans la misère, vous pensez que... Vous croyez que quand Oumyobé bagaille pour sa femme? Mais écoutez, bagaille pour sa femme, il bagaille pour la nation. Vous allez me parler de femme. Je vais vous dire une chose. Ses enfants, écoutez, et ses enfants alors, si la femme vous dérange... Moi, je suis son enfant. Vous n'êtes pas fils de Oumyobé. Non, nous sommes tous. Vous n'êtes pas le fils de Oumyobé. Je suis désolé, ce sont les pères de la nation. C'est comme ça qu'on les appelle. Je suis membre de cette nation, et donc, je suis son fils. Alors, mais je voulais dire une chose, c'est que Oumyobé n'est pas, je vois, on l'associe beaucoup plus à l'UPC. C'est vrai, il était secrétaire général de l'UPC. Mais il faut savoir que quand Oumyobé va aux Nations Unies, il va derrière un arsenal d'associations, que ce soit du côté méridional du Cameroun, que ce soit du côté oriental du Cameroun, le 15 décembre 1952. Il va et il pose le problème qui est clair. Il n'a pas dit vraiment aider ma femme aux Nations Unies. Il a dit les populations du Cameroun m'ont mandaté pour dire ceci. Il a parlé de la durée de la tutelle. C'est mon message. Non, nous on a fait ce feedback. Non. C'est important. C'est important que l'autre puisse parler. Je reviens le plus important, vous ne voulez même pas le suivre. Le plus important, nous, on a suivi de votre part. Vous ne voulez rien pour Oumyobé et ses enfants. On l'aura retenu. Pas dit ça. Monsieur Boudé, alors, la question sur l'héritage de Oumyobé divise les Camerounais. Il faut suivre comment il s'exprime dans nos rues, dans nos villes, dans nos quartiers. Alors, revenons d'abord sur l'aspect qui a été évoqué par le DP et Somba. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'UPC voudrait s'accaparer de la figure, de la mémoire de Robert Oumyobé, alors que Oumyobé est un patrimoine national? Non, il faut restituer les choses dans leur contexte. Oui. Oumyobé devient un patrimoine national. Mais le construit de Oumyobé, c'est fondamentalement l'union des populations du Cameroun. C'est l'union des populations du Cameroun, M. Simon Métiengue, qui met de son argent pour que Oumyobé aille aux Nations Unies. Hein? Lorsque j'ai donc restitué ça, je m'en vais répondre à votre question. Oumyobé est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Parti politique qu'il a porté dans son corps, dans son âme, dans son amour et même dans son intellect. Il a vécu, il a mangé, il a bu. Il a été l'UPC, l'incarnation. Mais aujourd'hui, a-t-il réussi son combat ou n'a-t-il pas réussi? Nous disons il a réussi. Et c'est de là où il devient donc national. Oui. Mais il part de l'UPC. C'est ça, tout le monde part. On part d'un point pour un autre point. Et c'est le chemin qu'on a fait qui nous permettrait d'arriver dans l'autre point et de devenir autre chose. Une fois que vous avez répondu à cette préoccupation, j'avance avec vous, cher Roland Parfait et Baudet. Vous les UPCistes, est-ce que vous-même, je parle là au général, ne contribuez pas à entretenir cette confusion, puisque les héritiers de Oumyobé, je l'ai dit, sont nombreux, ils se réclament de divers bords, mais la famille, et vous le faites bien de le dire, UPC semble pour le moins, pas divisé, mais assez bizarre. Non, vous ne comprenez pas. Expliquez-nous. Je voudrais vous expliquer. Et ça me permettrait d'évacuer un peu les inquiétudes du directeur de publication, Timothée Somba. Timothée Somba confond UPC et UPCisme. L'UPCisme devient le Cameroun pour les Camerounais. C'est-à-dire le Cameroun est la propriété des Camerounais, c'est donc plus la propriété de qui que ce soit. Donc lorsque vous dites qu'il faut dissoudre l'UPC, ce n'est pas l'UPC que vous parlez de dissoudre, vous parlez de dissoudre l'UPCisme. L'UPCisme, c'est la doctrine que Oumyobé a enseignée. C'est ça qu'on veut garder justement. C'est la doctrine qu'on veut garder. Vous voulez garder l'UPCisme? Comment vous voulez? Mais je ne vous comprends pas. Dites-moi,
comment vous voulez garder l'enfant et tuer la mère? Vous voulez garder l'enfant et tuer la mère? Non, s'il vous plaît. La nature nous enseigne que chaque être humain est issu d'un homme et d'une femme. Maintenant, le construit, si Nyobe n'avait pas été militant, secrétaire général, c'est notre emblématique secrétaire général. Mais comment vous voudriez nous le priver de ça? Laissez-nous nous réjouir. Alors, est-ce que votre réjouissance ne crée pas la confusion? Non, il n'y a pas de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. S'il vous plaît, c'est la chose la plus normale. Soyons réalistes sur ce plateau. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a combien de humains au Cameroun? Laissez-moi répondre. Combien d'héritiers de Oumyobé y a-t-il de façon officielle? Vous ne me collez pas. Laissez-moi vous répondre. Il n'y en a qu'une seule union de population du Cameroun. Laquelle? Dans notre pays. Laquelle? Cependant, il y a des courants de pensée de l'upécisme. C'est ce qui est normal. L'UPC a combien de leaders? Parce que lorsque nous rentrons dans le nucléaire, s'il te plaît, laisse... L'UPC a combien de leaders? J'en viendrai. Je suis donc en train de vous dire que même dans une famille nucléaire, papa a porté. C'est pourquoi les enfants restent se discuter l'héritage. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Que lorsque le père a laissé un grand héritage, c'est chacun qui dirait « Je suis le continuateur personnel fondamental du père ». L'autre il dit non, ce n'est pas comme ça que le père faisait telle chose, c'est comme ça. C'est moi le véritable continuateur du père. C'est humain. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Et cela signifie tout simplement que la véritable pensée de est là. La véritable pensée de nos pères. Le désordre? Non, il n'y a pas de cacophonie. Monsieur Boulay, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de cacophonie. Je vous en prie. À partir du moment où il y a 5 leaders qui se revendiquent. Mais c'est normal qu'il y ait des leaders. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas me... Ce n'est pas... Nous ne sommes pas dans une pensée unique. Nous sommes dans une pensée plurielle. Et c'est normal qu'il y ait des leaders. Mais ces leaders, là où je voudrais que vous parlez, vous ne parlez pas, vous ne percevez pas ce que je m'attendais. Je voudrais que vous me disiez que vous avez des dissensions. Mais vous me parlez de leaders. C'est normal qu'il y ait des leaders. Dans une équipe nationale, prenons une équipe de football. Vous voulez me dire qu'il ne doit avoir qu'un seul leader dans cette équipe? Non, c'est normal que dans une équipe de football, il y ait 2, 3, 4, il y avait cette cacophonie actuelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose la question. S'il vous plaît, Stéphane, je voudrais dire ceci. Il faut que tu saches que Jean-Moïse, docteur Jean-Moïse, vous avez peut-être oublié de dire que Nyobe était un très grand démocrate à son époque. Nyobe était, parce que vous avez cité toutes les caractéristiques de mais vous avez oublié de dire que était un très grand démocrate. Les décisions démocratiques, les acceptait. Les acceptait. A été mis en minorité lorsqu'il fallait parler de l'armée nationale de libération. Était un homme pacifique. A renoncé, mais le comité directeur l'a mis en minorité. Il a accepté la décision du comité directeur. Pourquoi? Parce que la loi de la majorité avait emporté sur la loi de la minorité. Bon, maintenant, vous me parlez de leaders. Il est normal que dans un regroupement humain, il y ait des leaders. Il y a des leaders. Mais maintenant, je voudrais que vous parliez des dissensions. Que lorsque nous sommes leaders, que nous fassions un effort de nous entendre. Merci. Pour que nous convergeons vers le même but. Merci Roland Parfait Bodé. On va retenir que pour vous, il n'y a pas de cacophonie. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais j'ai contredit leader. Oui. Il est normal qu'il y ait plusieurs leaders. Que plusieurs patrons se revendiquent du Nous ne sommes pas dans une pensée unique. Voilà, vous voyez, vous dénaturez mon propos. Je ne parle pas de patron, mais je parle de leader. Il est normal qu'il y ait plus d'un leader. L'équipe nationale ne devrait pas avoir un seul leader. On l'a compris. On a 2 ou 3 Roland Parfait. Mais maintenant, il faudrait que les leaders, parce que
Je t'en prie, puisqu'il Non, faut bien que je sois n'allez pas clair. monopoliser la parole. Je voudrais s'il vous dire, plaît. si 2 leaders sont dans une équipe nationale, je prends un peu de football. Non, on ne va pas parler de football. S'il on te parle de plaît, football. s'il te plaît, Stéphane, et que l'un marque de but dans son camp et que l'autre marque de but dans l'autre Monsieur camp. Bodé veut nous discret. S'il vous plaît. Mais Je vous, sais, on a compris. c'est vous qui posez mal le problème. On n'a pas fait Vous Bodé. posez Je vous ai mal compris. le problème de Merci. Il veut, Timothée, c'est il veut galvauder les faits. Nous avons l'obligation de vérité parce que les téléspectateurs qui nous suivent, certains sont plus érudits que nous. C'est ça. Oui. L'UPC aujourd'hui serait resté dans la poursuite de guerre de leadership s'il n'y avait pas eu une succession de congrès contestés de gauche à droite devant les juridictions, avec des SG autoproclamés, des SG contestés et autres. Il faut dire la vérité. C'est pas des leaders là-bas. Même nous parlons de leadership, vous me parlez de secrétaire général. C'est deux choses bien différentes. Non, moi je s'il te plaît. Je voudrais que tu me parles de leadership et que tu me dises qu'un seul leader, n'était pas le seul leader de son époque. C'est vous qui parlez des leaders. Moi, je ne parle pas des leaders. Moi, je parle de conflits. Moi, je parle de conflits. C'est pour ça que je dis que pose bien le problème. J'ai bien posé le problème. J'ai bien posé le problème. de poser le problème. Parle-moi de la pluralité du secrétariat général à l'UPC. Il écoutait beaucoup les autres. Écoutez aussi Timothée. Je voudrais encore que tu parles de pluralité de secrétaire général à l'Union des populations du Cameroun et non des leaders. C'est ça. Allez-y, Timothée Sombo. La pluralité de secrétaire général n'est pas la cause. C'est l'une des manifestations ou des conséquences de la mauvaise gestion de l'héritage de Oumou-Niobé. Lorsque lui-même dit que Oumou-Niobé était démocrate, Oui. être démocrate ne se limite pas à accepter la position de la majorité, mais c'est d'abord le respect des textes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait une succession, une multitude de bureaux de l'UPC avec une foule Vous et de moi sommes présidents? journalistes. Voilà. Qui est le secrétaire général de l'UPC? Vous pouvez le dire? Non. Monsieur Bodé sur ce plateau, je ne sais même pas si vous peut le dire. Nous ne pouvons pas. Même la présidence. Stéphane, vous êtes en train même les institutions de... publiques. Je suis le secrétaire national à la communication. Moi, je ne dis pas l'invitation. Et je peux dire qui... Non, vous Permettez nous Permettez qu'il nous informe. Je voudrais vous dire. Qui est le secrétaire général de l'UPC? Écoutez-moi. Non, on ne va pas vous écouter, monsieur Bodé. Timothée va faire mention de la pluralité de congrès. S'il vous plaît. C'est pas le congrès qui forme. Je n'ai pas parlé de la pluralité de congrès. Monsieur Bodé, S'il vous plaît, donnez-nous le nom. Stéphane, Qui est le secrétaire général de SG, on nous donne le nom. Donnez-nous le nom. Je ne suis pas ici pour être collé. Merci. Je ne suis pas ici pour Monsieur, être on va collé. poursuivre. Mais je voudrais donc Non, dire monsieur que le Bodé, secrétaire général de l'UPC s'appelle l'honorable Mbombok Bapol-Ipot. Ok. Merci. Alors, pour savoir qui est secrétaire général de l'UPC, il faut remonter au contentieux électoral de 2020. Contentieux électoral. Timothée, je regrette. Timothée, c'est hier. Ça, c'est hier, hein. Ça, c'est hier. Allez, l'essentiel, monsieur Sombo. C'est hier. Ça, non, c'est hier. Non, je voudrais qu'il... Soyez discipliné. Retourne même en 2013. Vous, c'est Bapol Ipot qui est le secrétaire général. En 2013. Timothée Somba, vous avez la Je suis parole. désolé, Timothée. S'il vous plaît. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Oh. Je suis désolé. Demandez-moi, je vous parle des secrétaires généraux à l'UPC. Moussa Sadi a payé ce qu'on appelait bureau. Vous avez parlé 20 minutes. Et il avait rassemblé tous les présidents et secrétaires généraux en un bureau On va pas faire, Bodé. pour gérer la transition. Si vous ne connaissez même pas ça, vous vous retrouvez en 2020. Je suis désolé. Je suis désolé que Je vais demander 2020 une ne fait transition. rien du Je vais demander une transition. Si vous ne parvenez pas à vous calmer, moi je demande la transition. Et là on revient après. Oui, demandez. Monsieur Somba, vous avez la parole. C'est fort, hein. Le contentieux électoral de 2020 concernant l'UPC se solde par quoi? Un rejet des listes de toutes les factions. C'est tout simplement ce que je voulais relever, M. Bodé. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de l'UPC. Ça veut dire quoi? La justice a méconnu tout ce qui s'auto-proclame aujourd'hui secrétaire généraux. Et c'était l'occasion pour eux d'aller s'asseoir, de méditer l'héritage de Oumou-Niobé, qui était un homme de consensus
un démocrate et surtout un leader charismatique. Oui. C'était les principales caractéristiques de Oumou Nyobe. Ce qui manque aujourd'hui, ce charisme Merci fédérateur. Stéphane. C'est ce charisme fédérateur sacrificiel qui manque aujourd'hui à l'UPC. Il vient de dire, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir Le secrétaire national de la communication. il de vient de l'UPC. dire que Oumou Nyobe, accord défendant, accepter qu'on lui impose, vous avez dit l'armée de libération, parce que lui c'était un pacifiste. Je m'en tiens à vos propos. Ça s'appelle quoi? Le leadership sacrificiel. Le but n'est pas d'imposer sa volonté, mais d'accepter la volonté du groupe pour que ce soit le groupe qui en tire les dividendes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Là, je vais employer encore votre mot, avec les nouveaux leaders de l'UPC. C'est qu'ils n'incarnent pas le leadership sacrificiel de Oumou Nyobe. L'UPC aujourd'hui, et non l'UPCisme, parce que l'UPCisme transcende le seul parti politique. Oui. L'UPC aujourd'hui est devenu un strapontin. Celui qui va le mieux faire le branding de l'héritage de Oumou Nyobe pourra être appelé au cabinet civil, appelé à la présidence de la République. Beaucoup vont émerger. C'est pas ça va? Beaucoup vont émerger au cabinet civil. Je ne vais pas citer les noms ici, mais ils se Ah, reconnaissent. attention. Oui, c'est pour ça que je ne cite pas les noms. On n'a vu personne au cabinet civil. Non, Vraiment, il faut faire il y a des documents. Il y a des documents. Lesquels? Certains ont adressé des demandes d'aide et ils ont été aidés en tant que Camerounais. Vous avez des preuves? Ouais, monsieur Baudé. Je suis journaliste. À un moment donné, je parle. Où l'Afrique est suivie de façon planétaire. On ne vient pas ici pour déblatérer. Il faut dire des choses qui sont vérifiables. Vous avez donc vérifié? L'UPC. monsieur Somba, monsieur est Baudé, devenu vous dites un strapontin. Et on a vu le 13 septembre avec la célébration ou alors l'inauguration d'un monument. On a vu tout type d'individus aller se prosterner là. S'auto-proclamant, même de façon subliminale, être l'héritier de Oumou Nyobe. Et c'est pour ça que lors de ma première prise de parole sur ces questions, j'ai évité de parler des personnes. J'ai rapidement traversé ce volet, parce que c'est le volet qui fâche aujourd'hui. Oui. Le volet de qui est l'héritier d'Oumou Nyobe. Et ceci me permet de compléter ce que j'entrevois chez Oumou Nyobe. Je vois le nationalisme, on l'avait déjà dit, le patriotisme, l'anti-tribalisme, dont l'acceptation, le vivre ensemble, voilà, c'est l'expression consacrée aujourd'hui, le vivre ensemble, et le leadership sacrificiel. Et là, c'est une valeur qui va au-delà du Cameroun. L'Afrique a besoin du leadership sacrificiel. Des gens capables d'accepter de mourir pour porter les aspirations populaires, nationales, peut-être, pourquoi pas, panafricaines. Merci, Timothée Somba. Simon Messengue, avant que Jean-Moïse Mbok ne prenne la parole. Alors, dans la réflexion, beaucoup estiment aussi que le régime en place ne serait pas étranger à ce qui se passe à l'Union des populations du Cameroun. Les secrétaires généraux à l'appel, des congrès annulés et validés ici et là, des amitiés et affinités exprimées. Timothée Somba, à qui nous accordons beaucoup de crédit sur ce plateau, nous parle des personnalités de l'UPC. Parfois, on va mettre des guillemets, reçus en très haut lieu. Est-ce que cette manœuvre ne viserait pas tout simplement à trahir le but et l'objectif de la lutte de Rouben Oumou Nyobe, qui était justement un seul Cameroun, un Cameroun grand, un Cameroun fort, un Cameroun prospère? C'est pour cela que j'ai regretté quand vous m'avez coupé, parce que nous sommes allés dans un procès contre l'UPC. Et en réalité, moi je ne peux pas parler des affaires internes d'un parti politique auquel je n'appartiens pas. Mais en revanche, Oumou Nyobe est un héros national. Oui. Et c'est à ce titre que je peux effectivement abonder. C'est pour ça que je vous ai dit quel était son combat. Oumou Nyobe avait pour combat, premièrement, la réunification du Cameroun, deuxièmement, son indépendance. C'était ça ses missions, et il les a libérés en 1952. 66 ans après, est-ce que ce problème se pose? Non. Donc Oumou Nyobe a rempli sa mission. Oui.
il a rempli sa mission dans la mesure où, c'est vrai, il est mort. La russe a la mission, mais ses héritiers, est-ce que vous le contribuez pour aller diviser? Un instant. En tant que héros national, tous les Camerounais sont ses héritiers. Il faut le savoir. Moi, je suis héritier de Oumniobé, je suis héritier d'Amadou Ahidjo, je suis héritier de Ernest Wandje, qui sont des héros nationaux, en attendant que d'autres soient élevés à ce rang-là. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, la réunification, et justement, j'aborde dans le discours du président de la République, Amadou Ahidjo, en 1961, il revenait sur ça. Il disait que nous nous sommes battus pendant 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous retrouver. 40 ans, quand vous faites 61, vous se retrouvez en 1916. En réalité, effectivement, à partir de 60, 61, on l'avait atteint. Le thème, c'est Oumniobé, 36 ans après. Bien sûr. Nous sommes en 2024. Nous sommes en train de dire ceci. Vous nous ramenez dans ce que tout le monde sait. Non, tout le monde sait pas. Justement, si tout le monde savait, non. Si tout le monde savait. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une main noire derrière toutes ces querelles? Moi, je vois aujourd'hui les gens, vous savez, il y a quelque chose de noir. Il y a quelque chose de... Il y a une main noire. Il y a quelque chose parfois de malsain. Le combat un instant. Mais la procédure, la méthode de Oumniobé était une méthode révolutionnaire. Vraiment, on va pas parler tout ça à la fois. Je suis en train de dire ceci. Non, là ça va quand même. Il y a eu le match. Il y a une chose qui est souvent malsaine dans les oraisons funèbres. C'est qu'à un moment donné, quand la personne n'est plus, on lui prête tout. On va me dire que c'est tout ce qu'il est. Mais retenons une chose. Nous sommes dans un débat clair qui relaie des relents historiques. Et maintenant, on fait des perspectives. La mission de Oumniobé a été atteinte en 1972, lorsque le Cameroun est devenu un indivisible, c'est-à-dire que unification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays dans le monde qui ne parlons pas d'indépendance. Notre fête nationale, c'est le 20 mai. Donc le jour où les deux Cameroun se sont réunis à nouveau. Alors, maintenant, vous n'avez pas de question. On parlait du régime. Oui, j'ai un problème. Je pose une question simple. L'UPC paraît plus divisé que jamais. Alors, beaucoup, je vais vous dire, Timothée Somba, je dis sur ce plateau qu'il y a des mains noires qui... Je vais vous dire une chose. Manœuvre pour que l'UPC ait 5 secrétaires généraux et toutes ces dissensions. Tous les partis politiques qui existent au Cameroun ont les problèmes qu'ils gèrent dans leur fort intérieur. L'UPC n'en fait pas exception. Avant que ça vous plaît bien quand c'est comme ça. Écoutez, pourquoi ça nous plaît bien? Ça nous plairait pourquoi? Quand ça va à la Cour suprême, ce n'est plus à l'intérieur. Mais justement, c'est pour ça que la justice est là. Dans une association, quand il y a des problèmes que vous ne pouvez pas gérer à l'interne, vous vous référez à la justice qui tranche. C'est ça dont il est question. Donc nous disons une chose, c'est quoi? C'est que laissons l'UPC. Pour le moment, avec ses problèmes, parce que d'autres en ont. Tout le monde a des problèmes, c'est même pour ça que nous vivons. Maintenant, en revanche, l'héritage de Oumniobé, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, chaque année, nous fêtons le 11 février. Nous avons commencé à fêter le 11 février en 1966. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que cette date. Parce que justement, cette date, c'était une date douloureuse. Parce qu'en réalité, nous avons perdu le Northern Cameroun. Or, dans la bataille pour le retour à l'unité, il était question que ce soit les 720 000 km² qui rentrent et qu'on fasse un État fort. Mais le 11 février 1966, 1961, on a donné, moi je persiste de croire qu'on a pris cette partie, on a donné à l'Angleterre. Le Northern Cameroun aujourd'hui, quand on parle de Maïdougouri et tout ce que vous voulez imaginer, Kano et autres. Donc, à partir de cette date, c'était une date c'était un décès, un deuil national. Oui. Pour essayer de sortir de cette tristesse, le président Amadou Ahidjo a jugé nécessaire donner une mission à la jeunesse camerounaise. De reconquérir. Jusqu'ici, je cherche le rapport avec Oumniobé. Vous allez comprendre. C'est de lui que nous parlons. Vous allez comprendre parce que justement. Vos feedbacks historiques. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je ne suis jamais sorti de sa mission. Parce que nous, on est dans la logique, il était bon, il était mauvais, il était démocrate, et ainsi de suite. Ce que nous connaissons et qui est historique, c'est qu'il avait deux missions. Est-ce que les querelles de l'UPC Non, les querelles de l'UPC dépassent l'héritage? Vraiment, je vais vous dire une chose. Non.
non, pas vraiment. Vous ne pensez pas? Non, mais merci. Non, parce que en fait, merci. Non, ça au moins c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes et ils doivent le savoir. Cette émission est là, une émission éducative. Sauf si on veut rester dans les migmas de UPC, monter, descendre, etc. Nous sommes en train de dire de ces deux missions. La première mission a été partiellement acquise. Parce que justement, le Northern Cameroun, nous l'avons perdu. Oui. Or, il était question que d'abord la réunification, puis les indépendances. Donc aujourd'hui, vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, désolé de non, aujourd'hui, je suis vous ne répondez pas à ma donc question. 30 secondes, s'il vous plaît, je chute. Oui, vous avez pour dire que si nous n'avons pas pu avoir le Northern Cameroun, ceux-là qui prennent les armes, qui décident par quelque moyen que ce soit, même dans les réseaux sociaux, à vouloir diviser le Cameroun, à vouloir le saucissonner, sont justement en train de remettre en question les batailles de Oumniobé et des autres héros nationaux. Je crois que ça doit même être ça, la finalité de cette émission, de dire que voilà ce qui met en péril. Les querelles internes de l'UPC ne mettent en rien en péril ces missions. Mais en fait, ceux-là qui ont pris les armes, qui ont dit que les 50-60 ans qu'on sont battus pour être un État et indivisible ne sont rien, alors c'est ceux-là qui sont en porte-à-faux avec les aspirations de Oumniobé et qui doivent être des ennemis pour le Cameroun parce que nous sommes là, nous voulons d'un Cameroun tel que nos pères nous ont légué. Voilà. Merci Simon Messengue. Déroulé historique, mais qui justement trouve un écho il y a des années, mais aujourd'hui, la réalité est là. Jean-Moïse Mbok, l'UPC aujourd'hui, qui porte l'héritage opérationnel de Ruben Oumniobé, au-delà des questions idéologiques, semble véritablement peiner. En tant que formation politique, elle a perdu de sa superbe. 90 a été une année plus que glorieuse avec le faux secrétaire Augustin Frédéric Kodop, où l'UPC a eu de nombreux députés, de nombreux conseillers. 92. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'UPC opérationnel en tant que formation politique? Le discours et la vénération que les Camerounais ont pour Oumniobé, pourquoi cela ne se traduit-il pas lors du vote pour l'UPC? Écoutez, le problème, j'ai entendu, on parle de main noire, on parle de... Non, moi, il n'y a pas de main noire. Il n'y a pas de main noire. Non, il n'y a pas du PCiste qui vont en cabinet civil la nuit. Non, ça c'est un autre sujet. Mais le cabinet civil, c'est pour tout le monde. Mais le président du MRC était à la présidence. C'est le président de tout le monde. Tout le monde peut se retrouver. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne bien, malheureusement, que la politique, pour certains, c'est un strapontin, c'est de l'opportunisme. Ce n'est pas un combat idéologique, ce n'est pas une lutte réelle, sacrificielle pour les populations. Et je dis bien, je parle en tant que société civile. Parce que c'est tous les mêmes là qui viennent pendant les campagnes, vous annoncer monts et merveilles, et puis après qui disparaissent. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, on voit bien que la politique, à l'époque de Oumniobé, il y avait un réel projet que tout le monde pouvait comprendre parce qu'il était expliqué, il était connu, il était accepté et les acteurs, naturellement, rentraient dans les rangs pour que ce soit atteint comme objectif. Quand on pouvait demander aux gens de cotiser parce que le leader va aller aux Nations Unies, ça avait du sens. Parce que le discours qu'il tenait localement devait être entendu à l'international. Ça avait du sens. Aujourd'hui, le pouvoir est là pour le garder, pour le maintenir, pour le pérenniser. Ça se voit partout au monde. Ce n'est pas une affaire du Cameroun que le parti au pouvoir veuille rester là et use de tous les moyens pour rester. Il n'y a pas de main noire parce que l'UPC n'est pas le seul parti politique au Cameroun. Vous ne pensez pas que du fait qu'il y ait cette multipolarité au niveau de l'exécutif de l'UPC, n'en crée-t-il pas de façon plus ou moins affirmée les circonstances de sa défaillance sur le plan électoral? Mais écoutez, le pouvoir en place, et c'est de bonne guerre, a opté pour une stratégie qui ne permettrait pas aux partis d'opposition en face de constituer un bloc. On ouvre, bam, 400 pratiquement 500 partis politiques. Ça c'est d'un coup. Oui. De l'autre côté,
tous les partis qui ont une certaine structure, le SDF, en 92, c'était le SDF. Le SDF est où aujourd'hui? Ne regardez pas seulement l'UPC. C'est que c'est inconstruit. Et pendant que ceux du parti au pouvoir s'organisent pour rester, ils mettent en place des mécanismes qui leur permettraient de rester. C'est seulement qu'ils trouvent en face des gens faibles. Ils trouvent en face des opportunistes. Ils trouvent en face des gens qui, si on leur demandait même, quelle est même votre idéologie, vous défendez même quoi pour le Cameroun, ils auraient de la peine à le dire. Oui. Parce que c'est tout de suite être sous le feu de projecteur, avoir un poste ministériel et puis basta. Parce que dans la tête de la majorité de ces hommes politiques, c'est que le RDPC est trop fort. On ne peut pas le combattre. Donc à défaut de le combattre, on cherche quand même à être allié et tirer un peu d'eau à vous, docteur Mbok. L'un des reproches que l'on fait justement à un SG de l'UPC, que je refuse de nommer, c'est que sous Kodok, l'alliance UPC-RDPC avait au moins un ministre et un secrétaire d'État, si j'espère que je ne me trompe pas. Mais depuis que lui il a pris l'UPC, l'alliance UPC-RDPC n'a plus rien. Ça nous ramène le charisme de l'homme. Ruben Oumyobé avait un tel charisme que non seulement il était écouté, il savait fédérer et il mettait la cause avant lui. Frédéric Kodok, de regretter mémoire, est arrivé avec le même esprit. Quand il vient au ministère du Plan, c'est le Cameroun d'abord, les opérateurs économiques, parce que c'est partant de la BAD, il faut que le pays réussisse. Son discours était le Cameroun d'abord. Et c'est comme ça que quand il prend l'UPC, le charisme lui donne de négocier sec. C'est pas un gars qui a faim, c'est pas un gars qui cherche une position, un poste. Non, il est là pour défendre une idéologie et rappelle qu'il a des collaborateurs qui travaillent avec lui. Donc, tout le monde doit avoir un peu. Et qui peut tout le monde avoir un peu. Exactement. C'est donc pour ça qu'avec lui, il était possible d'avoir des gens qui étaient positionnés. Aujourd'hui. Avec les autres, il y a eu le professeur Ogbelen. Exactement. Il y a eu le docteur Balaguelcote. SG. Il y a l'honorable Bapolipote. Il y a monsieur le maire Niek. Il y a madame Abiba. Exactement. Beaucoup de personnes ont bénéficié. Beaucoup de personnes ont bénéficié. Non. On parle de gens qui ont bénéficié. On parle de gens qui ont bénéficié du charisme du ministre Kodok. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier problème de l'UPC, c'est un leader charismatique qui tient un discours qui rassemble. Et moi, j'avais cru à un moment donné à madame Abiba. Parce que son discours, c'était ça. Qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble. Et pour moi, une femme en avant, je me suis dit quand même les hommes allaient être suffisamment élégants pour pouvoir respecter et accompagner cette dame. Keneni. Alors, on arrive à une situation aujourd'hui où, en face, je dis et je répète, si c'était moi qui étais au pouvoir, j'allais tout faire pour créer l'embrouille en face. On crée 1000 partis politiques, donc quand on crée 1000 partis politiques, les gens, c'est défection à gauche, à droite, rien n'est plus vraiment important. Si tu m'énerves, je pars ailleurs. Si tu ne veux plus marcher, moi je pars ailleurs. Donc c'est fait à dessein. Et à côté de ça, on a des hommes qui sont faibles. Parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas d'idéologie à défendre. Ils peuvent donc être malaxés, balancés dans toutes les sauces. La conséquence dont revient à ce que vous avez dit, c'est que les populations ne se retrouvent pas en ces gens. La population ne s'identifie pas en ces personnes. Pourquoi, par exemple, le PCRN vient ramasser tout ce qui appartenait à l'UPC dans l'Union Ekele? C'est parce que le PCRN vient avec un discours et le RDPC, naturellement. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. L'UPC n'a pas compétit. Comment on dit la nature a horreur du vide? C'était vide. Donc l'UPC n'a pas compétit. L'UPC a compétit. Attendez. Mais justement, l'UPC n'a pas compétit. Pourquoi? On a eu 2 listes sur la table au même moment. Bam! Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça montre l'absence d'organisation en interne. Et j'insiste là-dessus. Une anecdote encore. Une anecdote. Elle m'a valu d'être injurié sur un plateau en 2020. À minuit, Robert Bapolipo va rencontrer le camp Balaguelcote. Il propose un deal. Il dit, je suis SG et député. Je ne peux plus avoir les deux.
il faut qu'on choisisse. Unissons-nous. Vous choisissez ce que vous me donnez. Soit je reste député et vous prenez SG, soit je reste SG et vous prenez la députation. Le camp Balaguel Kot lui a dit, tu n'auras rien. C'est comme ça que sortant de là, Robert Bappo-Lipo va constituer sa liste dans le seul but de faire échec à la liste de Balaguel Kot. Monsieur Boudé, j'ai dit c'est faux. Lorsque je me fais identifier sur un plateau comme directeur de Timothée, permettez, quand vous me parlez, on vous écoute. Non, vous n'avez pas la parole. Elle n'a pas. Cette histoire n'a pas eu lieu. C'est des lieutenants qui se sont Allez-y. Lorsque vous parlez de quoi? Non, je pensais qu'il allait le dire. Lorsque cette fois Bappo n'a pas rencontré, Bappo avait fait ses listes. Il y a eu un deal. Monsieur, lorsque sur le plateau, je me laisse identifier comme directeur de publication, comme journaliste. Sachez que j'ai couvert des activités de l'UPC avec je vais parler de camp Balaguel Kot, jusqu'à aller dans certains villages lointains en pays Bassa. Autant que j'ai couvert des activités de Bappo-Lipo, vous voyez, où j'ai vu l'UPC chanter l'hymne du Cameroun en Bassa, ici à Matom. Par exemple, dans le village, dans la cour des grands-parents de Bappo-Lipo, pour démontrer que Bappo-Lipo était légitime. Donc, lorsque je fais certaines révélations sur l'UPC, c'est des révélations crédibles. Merci, je dirais la vérité dans les coulisses. J'étais donc en train de dire que, rendu à ce jour, l'UPC gagnerait, si l'UPC veut rester un parti politique, gagnerait à s'organiser de manière à enlever l'intérêt individuel, mais penser à l'intérêt collectif. C'est là que le sacrifice revient. Parce qu'il faudra bien se sacrifier et permettre aux jeunes Camerounais qui n'ont même pas, et Timothée le disait, qui n'ont même pas l'opportunité d'apprendre l'histoire dans nos écoles, mais qui vont aller sur Internet et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, il est important que l'UPC se ressaisisse rapidement et apprenne ce que les autres font et font bien. Quand vous allez à la base de RDPC, c'est pratiquement comme un musée. Vous avez des informations sur le parti. Vous avez des livres sur le parti. Vous avez un ensemble. Même les gadgets sont vendus sur le parti. Parce que on crée une structure qui permet même aux néophytes de pouvoir être informés. Et ça, je le déplore pour les autres partis politiques qui ne font pas un effort dans ce sens. Je sais que le SDF a une base, l'UNDP a une base, le PCN a une base, le MRC a une base, ainsi de suite. Mais comment ces bases-là sont pensées? Est-ce que c'est juste un bureau où on se réunit, on se fâche, on crie, on déclare, on fait des conférences de presse et on rentre? Ou alors on a envie de laisser un héritage? Aujourd'hui, le seul parti qui reste crédible de manière, je vais dire national, dans l'idéologie, c'est l'UPC. Mais si vous ne voulez pas écouter ce que les Camerounais vous disent, et vous avez l'impression qu'on vous agresse, qu'on vous tire dessus, mais non seulement vous allez vous tirer dans les jambes, comme vous avez fait la dernière fois, et vous n'avez pas compétit, pas parce que vous ne vouliez pas compétir, vous êtes disqualifié vous-même. Et de l'autre côté, on se rend compte que ça continue. C'est pour ça qu'on vous dit que l'idéal est que ce parti s'arrête, mais que l'idéologie soit enseignée. C'est pour vous dire de l'autre côté que vous pouvez le faire en interne. Vous-même, en tant que UPC, pouvez montrer aux Camerounais qu'on est au-dessus des postes, des titres et des grades et construire quelque chose qui reflète quand même le travail que Oumyobé a fait. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, les autre ont parlé longtemps. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, quand on parle des panafricains, Oumyobé est toujours cité. Quand vous partez, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, Oumyobé est toujours cité. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une, je ne vais pas dire malédiction, mais il y a une méchanceté camerounaise qui consiste... Il y a un peu de malédiction. Oui, qui consiste...
Bon. L'UPC, Qui consiste non, c'est là. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des innocents. Mais c'est la France qui doit payer. S'il vous plaît. Il Boudé. y a comme une malédiction purement camerounaise qui consiste, quand on n'a pas uni complètement les héros, il faut tout faire pour que rien de pérenne ne soit fait par rapport à ces héros. Quand mon frère de droite refuse de mettre l'accent sur l'article 2, ça me peine. Parce que je ne vois pas seulement la maison comme une dotation qu'on ferait à Oumyobé ou à sa descendance. Mais je vois comme une reconnaissance matérielle que l'État devrait naturellement faire pour dire que c'est un héros, on l'a érigé à ce niveau-là, on veut construire un musée, un espace chez lui qui permettrait que les gens viennent et comprennent son histoire. Donc je sens s'il vous plaît, je sors en disant donc qu'il est encore temps dans ce pays, pas encore, il est encore temps dans ce pays de faire des choses de manière à ce que les générations d'après viennent et bénéficient. Merci. Stéphane, je ne voudrais pas aborder le volet de la reconnaissance matérielle. Il y a une volonté, peut-être pas non affichée, mais manifeste, de ne pas doter la reconnaissance matérielle. Pourquoi? On a besoin d'une génération de jeunes lisses. Or, octroyer une reconnaissance matérielle à quelqu'un comme Oumyobé, c'est dire aux jeunes Camerounais que vous pouvez vous lever un matin, haranguer les foules. Or, on n'en veut pas. C'est la raison, le format. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire, bien le faire. Je me permets, sur ce plateau, de relayer, c'est un exercice impossible ce soir, de relayer une seule contribution, ou deux. Celle-ci me paraît pour le moins assez parlante. Elle nous vient du maire de la commune de Mindourou. C'est pour ça que ça m'interpelle. Sa Majesté Zenglentou, j'espère que la prononciation est bonne. Bonsoir monsieur, le programme du Mpodol Ruben Oumyobé se déclinait en 3 points. La réunification, l'indépendance, l'élévation du standard de vie. Aucun de ces 3 points n'a été réalisé tel que Oumyobé le voulait. En effet, la réunification n'a pas été totale puisque les Britanniques ont manipulé le vote pour rattacher le Northern Cameroun à la Fédération du Nigeria. L'indépendance qui a été octroyée au valet de l'impérialisme français n'est que de façade, le Cameroun étant toujours un pays du précaré du néocolonialisme français. Le standard de vie des Camerounais est encore à améliorer. C'est le maire de Mindourou qui le dit. Alors, je me tourne vers Roland Parfait Boudé. Il parle escalité sur ce plateau. Beaucoup en certains lieux, pointe un doigt accusateur sur le leadership de l'UPC, sur justement cette incapacité à pouvoir résister aux sirènes de l'embourgeoisement. Est-ce que l'UPC aujourd'hui ne voit pas justement le danger venir? Est-ce que l'UPC, comme certains le disent sur le plateau, est condamné à disparaître? L'UPC, c'est combien de députés, c'est combien de maires? Quel est l'avenir de l'UPC lorsque le constat de cet effritement politique est fait? Je voudrais d'abord ajouter quelques gouttes d'eau dans le propos du docteur. Docteur, je voudrais tout simplement qu'on dise qu'on a donné, comme M. dit, le titre de héros national qui n'est qu'une coquille vide. Non, c'est pas une coquille vide. Non. Quand on dit héros national, ça doit être, il y a des accompagnements. Il y a un accompagnement. Non, là c'est à la discrétion du chef. Mais héros national est plus fort. Il n'a rien à voir. Non, je l'ai dit, non. Je l'ai dit. C'est à la discrétion du décideur national. Maintenant, non, laissons ça à sa discrétion, c'est son droit. Maintenant, Stéphane dit que l'UPC va disparaître. Je voudrais dire que c'est un immortel du peuple camerounais. Il faut le savoir. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est des faits. C'est pour ça qu'on dit que même si le parti fait, mais ça va rester. L'UPC est et restera. L'UPC, peut-être, l'opinion publique nationale aujourd'hui, et moi-même d'ailleurs, je reconnais que si nous étions une monnaie,
nous serons dépréciés. En termes financiers, on parle de dévaluation. C'est ça. Nous serons dévalués peut-être à 90%. Je le reconnais. Mais sachez une chose, il y a une volonté manifeste de nous, les UPCistes, de reconstruire, de rebâtir. C'est pourquoi vous pourrez voir de temps en temps, il y a tel congrès. Mais sauf que les tenants et les aboutissants de ce congrès ne sont pas Respectés. beaucoup, non, je ne veux pas dire respectés, ne sont pas beaucoup vrais. C'est pour ça que beaucoup sont faibles. Au jour d'aujourd'hui, Timothée n'a pas voulu appeler un nom. Moi, je vais l'appeler l'honorable Mbombo Bapoil Porte Robert, qui est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Je voudrais vous dire, permettez-moi de dire, s'il vous plaît, Stéphane, je suis secrétaire national à la communication de l'UPC et j'assume mes propos. Pas faction. Je vous en prie, je ne permets pas ce terme. Il n'y a pas de faction. Faction, c'est quoi? Je dis donc. Je leur ai toujours dit que c'est parce qu'il ne vous laisse pas un brin de territoire. Vous feriez mieux et plus que lui. Il faut faire attention. Il ne faudrait pas que... Moi, je vis l'UPC au quotidien. Je vis l'UPC dans l'âme. Le docteur Balaguel qui... le secrétaire général de l'UPC. Le docteur Balaguel a trahi la cause UPCiste. Le docteur Balaguel s'est mis d'intelligence avec les forces extérieures. Il n'est pas là pour... Je le dis, j'ai longtemps travaillé. Vous avez les preuves, comme vous avez vous-même. Docteur Balaguel a séjourné en mai en Afrique du Sud, en compagnie d'autres leaders d'Afrique, et il ne m'a jamais dit au revoir. Moi, son principal collaborateur, ni me rendre compte, ni même m'asseoir, me dit... Il ne va pas vous rendre compte, il vous informe. Écoutez un peu, j'ai dit donc, à l'intérieur du PC, vraiment. Comme vous en voulez. Moi, je ne masque pas. Je dis parce qu'il faut parfois aussi édifier le public par la vérité. Le maire de Mindoro nous a... Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun et le congrès de 2017 c'est de ça dont il était question de parler. A changé le nationalisme à autre chose. Alors, il ne mérite plus d'être appelé UPCiste. Je dis, le docteur Balaguel ne mérite plus d'être appelé. Vous avez je l'assume. Il s'est mis d'intelligence avec l'extérieur. Je l'affirme. C'est un lui dire. Merci. Non, c'est la parole. C'est mon que je regrette. Non, vous n'avez pas de preuves. Vous voulez des preuves? Lorsque vous faites une costaud d'affirmation comme ça sur un plateau respecté, vous devez avoir des preuves. Surtout que l'individu que vous indexez en question n'est pas là pour donner sa version. Donc il faut s'en tenir. Il a été suspendu du secrétariat général de l'Union des populations. Merci. Par qui? On n'a pas le bureau politique. Stéphane, c'est je suis désolé, tu n'es pas à l'UPC, tu n'es pas par exemple. Mais tu as des choses, je ne parle pas des affaires de l'UPC. on continue le débat. En tenons-nous. Je voulais revenir sur le débat. Je crois que notre débat a été biaisé par les mimas de l'UPC qui ne nous intéressent pas du tout. Et je vais dans le sens du maire de Mindoro, effectivement, pour dire que si nous devons parler de l'après Oumyobé, c'est ces trois aspects-là. Un, la réunification, elle a été partielle parce qu'on a perdu au nord du Cameroun, c'est vrai. De deux, l'indépendance, nous avons une indépendance. Le Cameroun est un État souverain, désormais, qui n'appartient à personne. Et le président l'a dit en trait, je crois que c'était en Allemagne, il disait, le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucune puissance étrangère. Il a dit, ce n'était même pas, il a dit ça à l'extérieur. Et on le dit, il le dit chaque fois, le Cameroun est maître de son destin. Ça veut dire que les informations selon lesquelles le Cameroun est dans le précaré de ne sais de quelle puissance, ça c'est très faux, c'est des choses qu'on raconte au quartier. De trois, effectivement, le standard de vie des Camerounais a littéralement augmenté. Quand on quitte de 1960 avec moins d'un dollar, et qu'aujourd'hui, avec moins d'un dollar par jour, qu'on se retrouve aujourd'hui avec
$1, voire $2, parce qu'on est dans les 2300 $2300 par an pour PIB individuel. Il y a un travail qui a été fait et donc c'est pour cela qu'on met, ce n'est pas, on aspire à être suffisant. On aspire à être un nouveau pays industrialisé à l'aube 2032-2035. Mais ce que je voulais dire pour finir, c'est que l'UPC n'est pas le seul parti qui reste crédible en termes d'idéologie. Il y a plusieurs partis politiques. C'est un parti d'extrême droite qui croit qu'on est en train de courir derrière l'indépendance alors qu'on a déjà l'indépendance. Il y a le RDPC qui pense que nous avons un pays à bâtir et que, évidemment, nous devons faire tout et tout pour rendre notre pays. Merci. Merci. Le maire est unir les populations de cette et qui est aussi un combat de merci Roland Parfait, des épécistes fondamentaux de la première heure. Oumniobé, 66 ans après, c'était la réflexion du soir. Vous avez vu que même sur ce plateau, la question de Oumniobé divise, l'héritage, les héritiers, ça reste un vaste serpent de mer, un serpent difficile à attraper. Mesdames, Messieurs, le combat, c'est sur Ouro Africa. Lundi prochain, lorsque ce sera 21h de Cameroun, on poursuit l'affaire. Bien le bonsoir. Nyama,